Merci Laurence Cohen de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales et vous avez remis hier votre rapport sur la pénurie de médicaments. On va longuement en parler. Mais d'abord, on l'a vu dans l'actualité, Emmanuel Macron était à Pau hier. Il a dit la première réponse, c'est l'ordre et le calme, la concorde et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes. Vous partagez ces propos ? Écoutez, moi, bien sûr, je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient, mais je pense que le président de la République et son gouvernement ne prennent pas en compte la réalité de terrain, c'est-à-dire effectivement des quartiers qui se sentent abandonnés de la République. Et puis, il faut revisiter le maintien de l'ordre tel qu'il est promu aujourd'hui et revoir la police, les missions de la police nationale. Il faut une police de proximité, à l'écoute. Et aujourd'hui, les policiers, finalement, sont utilisés pour un maintien de l'ordre extrêmement musclé. Je pense d'ailleurs qu'il y a des souffrances parmi les policiers qui sont extrêmement importantes parce qu'il y en a un certain nombre qui ne partagent pas cette stratégie. Mais malheureusement, le gouvernement remet sans arrêt une couche avec plus de sanctions, plus de répression. Il a aussi remis plus de policiers sur le terrain. C'est l'objectif de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur que vous avez votée il y a quelques mois. Ça suffit pas ? C'est pas seulement mettre plus de policiers sur le terrain, c'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Or, on a vu que les policiers sont en fait utilisés pour faire passer la politique de Macron, qui est particulièrement impopulaire. Je pense aux répressions au moment de toutes les manifestations et je pense surtout au fait qu'il y a des ordres qui sont inadmissibles. Aujourd'hui, nous condamnons, en tout cas nous au niveau de ma famille politique, les contrôles aux faciès, nous condamnons ce rapport à la jeunesse qui est extrêmement mauvais et si ça n'est pas remis sur le tapis pour revisiter cette politique, eh bien il n'y aura rien de particulier. Et puis ce qu'attendent les élus locaux et notamment les maires, c'est des moyens financiers pour pouvoir effectivement développer des services publics, pour que la République elle soit présente dans tous les quartiers et qu'il n'y ait pas des endroits qui soient délaissés comme c'est le cas actuellement. Est-ce que pour vous les émeutes, les violences de ces derniers jours sont derrière nous ? Est-ce que vous redoutez une nouvelle flambée la semaine prochaine, le 14 juillet ? Écoutez, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Moi, je suis, comme tout le monde, satisfaite que les tensions se soient apaisées. Mais je pense que les gestes qui ont été faits par le gouvernement, c'est-à-dire de ne pas accorder d'argent au niveau des maires, de ne pas les écouter, de ne pas écouter c'est la colère qui gronde dans les quartiers, etc. Comme ils n'ont pas écouté la colère par rapport aux retraites, ne présage pas des lendemains apaisés. Emmanuel Macron qui a aussi dit hier, d'évidence, nous avons un problème d'autorité dans la société qui commence par la famille. Est-ce qu'il y a une responsabilité des parents dans ce qui se passe ? Bien sûr qu'il y a une responsabilité des familles, ça c'est clair, ça serait ridicule de la sous-estimer. Mais est-ce que c'est ça le fond du problème ? Est-ce que c'est ce que nous avons entendu ? Nous avons entendu des jeunes qui disaient qu'ils étaient abandonnés. Donc, quels sont les gestes que produit le gouvernement face à cette colère ? Moi, je n'en ai vu aucun, si ce n'est de dire on va durcir les choses et beaucoup de répression. Enfin, on a entendu dans l'émission... Mais du coup, est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner ces familles, ce que proposent notamment les Républicains, c'est-à-dire de toucher aux allocations familiales des parents d'émeutiers ? Mais non, c'est complètement... voilà, aujourd'hui, on constate, et malheureusement aussi au Sénat le mercredi, lors des questions d'actualité au gouvernement, un ton extrêmement dur. Il faut réprimer, il faut sanctionner, la faute aux étrangers, la faute aux précaires, etc. C'est une méconnaissance totale de la réalité de terrain et ça n'est pas ces réponses-là qui doivent être entendues. Donc, il faut que LR arrête de courir après le RN et que le président de la République retrouve aussi raison et donne des moyens pour qu'il y ait plus de services publics. Voilà. Quand il y a évidemment des violences qui sont commises par contre, qu'il y ait effectivement des sanctions, c'est évident, mais des sanctions qui soient des sanctions pénales vis-à-vis des responsables. On va parler de votre rapport dans quelques secondes, mais un mot sur un autre rapport qui a fait du bruit hier. C'est le Sénat qui a donc remis ses conclusions sur le fonds Marianne. Dérive d'un coup politique, manque de rigueur, opacité, désinvolture ont conduit au fiasco. C'est ce qu'a dit Jean-François Husson. Est-ce que vous demandez au gouvernement d'en tirer les conséquences ? Écoutez, moi je trouve qu'au niveau du Sénat, il y a eu plusieurs commissions d'enquête, dont celle-ci, que c'est un travail sérieux et qu'il faut prendre en compte les conclusions de mes collègues parce qu'elles sont étayées. Et donc, quand il y a un travail parlementaire, il faut que le gouvernement puisse suivre
je dirais pas toutes les recommandations, mais la majorité. Donc Marlène Schiappa n'a plus sa place au gouvernement ? Ça, c'est au président de la République d'en décider. On va parler de votre rapport sur la pénurie de médicaments que vous avez également remis hier. Mathias Arez nous rejoint, il va nous en dévoiler les principaux points. Bonjour Mathias. Bonjour Ariane, bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Et Mathias, la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments a donc rendu son rapport hier et il est alarmant. Oui, en plus de 5 mois, la commission d'enquête dont la rapporteure est ici présente sur ce plateau a pu auditionner plusieurs composantes de ce qui fait aujourd'hui la galaxie du médicament. Les médecins, l'industrie pharmaceutique, les associations de consommateurs, le gouvernement, mais aussi d'anciens ministres de la Santé pour tenter de mettre en lumière les dysfonctionnements qui ont mené à la situation de pénurie que connaît la France pour certains principes actifs. Alors, l'un des premiers éléments du rapport, c'est que cette situation, elle est grave, Oriane. 37% des Français ont été, en 2023, confrontés à une situation de rupture d'un médicament. Au moins, deuxièmement, c'est que cette situation, elle est multifactorielle. Déclin de la production française, une concentration des chaînes de production, notamment à l'étranger, rendant vulnérable l'approvisionnement, et enfin une stratégie commerciale des industriels vers les médicaments innovants et onéreux, au détriment des médicaments anciens, donc peu chers, mais pour autant essentiels. Et l'un des points soulevés par ce rapport, Mathias, c'est qu'il y a peu de contrôle et de contraintes envers les industriels. Les plans de gestion des pénuries, documents stratégiques de gestion de crise que doivent obligatoirement fournir les industriels, ne datent que de 2010 et en réalité, la qualité des rendus est très inégale. Mais comme l'Agence nationale de sécurité du médicament n'a que peu de moyens pour traiter ces données, il n'y a peu ou pas de politique de répression et c'est un problème, comme l'explique la présidente de la commission d'enquête, Sonia de la Provoté, car l'État, lui, soutient bien les filières. Qui dit accompagnement positif, notamment au travers du crédit d'impôt recherche, je veux dire, et que la chaîne de valeur, elle ne peut pas s'exonérer de la question des industriels, de la production, parce que voilà, on a besoin de gens qui fabriquent. Bien, tout ça, ça dit aussi derrière contrôle, ça veut dire aussi sanctions. Et donc cette partie-là de la politique publique, elle peut pas être moins traitée, moins prise en compte dans la prise en charge globale que le reste. Et du coup, quelles recommandations fait le rapport ? Alors, il y a une liste de 36 recommandations réparties en 2 catégories. Tout d'abord, celles qui permettent de lutter en urgence contre les pénuries pour juguler le problème. Contrôler, par exemple, davantage la crédibilité des anticipations des industriels, systématiser le déclenchement d'alertes des médecins lorsqu'un médicament manque ou encore évaluer l'opportunité de constituer des réserves stratégiques. Ensuite, selon vos recommandations, il faut s'attaquer aux causes structurelles des tensions. Vous proposez ainsi de faciliter les hausses de prix des médicaments essentiels si les industriels s'engagent à sécuriser l'approvisionnement, renforcer les moyens de contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et enfin établir une stratégie claire de relocalisation en France et en Europe avec différents leviers de pression. Madame Cohen, est-ce que c'est un rapport de force qu'il faut installer avec la puissante industrie pharmaceutique sur ces questions de santé publique ? En tout cas, il faut qu'il y ait à nouveau, au niveau des puissances publiques, une reprise en main. On a vu, et on le constate, et vous l'avez très bien exposé, comme la présidente que je veux saluer, vous avez exposé, il y a une faillite en fait du système. C'est une remise en cause de la politique du médicament. Donc, il y a à en tirer tous les enseignements, d'autant que la pandémie a exacerbé les tensions, les ruptures. Mais on voit bien que ça n'est pas, c'est vraiment systémique et que elles ne sont pas derrière nous, les pénuries. Donc, quelles mesures il faut prendre ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, comme vous l'avez souligné, depuis 2010 seulement, mais on voit bien qu'elles sont insuffisantes. L'Agence nationale de sécurité du médicament fait un travail énorme. Nous les avons auditionnés à 2 reprises, mais finalement, ils sont quand même très absorbés justement sur la gestion des pénuries et il faut leur donner des moyens pour effectivement effectuer des contrôles bien plus nombreux, bien plus réguliers, et puis en tirer les conséquences. C'est-à-dire quand une entreprise est contrevenante, elle doit effectivement avoir des sanctions et des sanctions financières notamment qui sont dissuasives. Mais pourquoi elles ne les ont pas ? Parce que dans votre rapport, vous le dites, il existe ce pouvoir de sanction, mais il n'est pas appliqué. Pourquoi ? Il n'est pas appliqué, je vous dis, par le manque de moyens de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
médicaments, qui fait quand même des contrôles qui sont pas suffisamment réguliers. Et puis, il faut des exigences beaucoup plus précises. Par exemple, quand on demande des plans de gestion de pénurie, les fameux PGP, eh bien, nous avons eu l'occasion d'en éplucher beaucoup. Et vraiment, la qualité de ces plans est extrêmement variable. C'est-à-dire que ça n'est pas renseigné. Il faut que les entreprises qui produisent donc des médicaments... Est-ce que le médicament est une marchandise? Nous répondons non. Le médicament est un bien commun universel. À partir de là, il faut qu'il soit protégé, qu'il soit sorti de la loi du marché. Alors que des entreprises privées, fabriquent des médicaments, d'accord, mais qu'il y ait une reprise en main au niveau de la puissance publique. Et donc, vous savez que moi, je porte le pôle public du médicament avec mon groupe, le groupe communiste citoyen écologiste. Mais en fait, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait un consensus au niveau de nos recommandations. Et une de nos recommandations extrêmement importantes, justement, c'est qu'il y ait cette possibilité de production publique au travers notamment de l'AGEP, c'est-à-dire de cette agence qui se trouve au cœur de la PHP et qui pouvait, il y a quelques années, fabriquer un certain nombre de médicaments. Mais là encore, il faut lui donner plus de moyens et il faut, par rapport à la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, en sortir une 50aine à peu près pour qu'il puisse y avoir cette production également publique, avec sous-traitance, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. On a constaté qu'il y a une multiplicité d'agences, qu'elles font toutes, effectivement, elles assurent leur mission, sauf qu'on a l'impression qu'il n'y a pas au bout du bout la décision. Et la décision, elle doit être politique. C'est pour ça que nous proposons un secrétariat général sur ces questions-là. Alors justement, dans ce sens, vous avez demandé un rendez-vous au ministre de la Santé, François Braun, et Roland Lescure, ministre de l'Industrie. C'est pour aller vers cet organisme que vous portez ? Bien, écoutez, on les a auditionnés tous les deux, donc déjà en amont, parce qu'on a fait un travail assez extraordinaire en ce sens où on a fait 54 auditions, 119 personnalités qui ont été auditionnées. Donc maintenant, on veut leur rendre compte de notre rapport. Et effectivement, comme j'ai eu l'occasion d'auditionner dans le cadre de la Commission des Affaires sociales le ministre de la Santé, je lui ai demandé de nous recevoir pour qu'on puisse lui donner nos conclusions. Il y a un certain nombre de conclusions que vous avez rappelées, mais il y a celles que je donne aussi. Puis attention à la petite musique sur la hausse des prix. On a attiré l'attention en fait sur le besoin de revisiter la clause de sauvegarde, parce que à l'origine, elle était faite sans que les médicaments les plus anciens soient impactés. Aujourd'hui, ils sont impactés. Donc il faut remettre les choses à plat, la situation a évolué. Et on a dit, il peut y avoir en fait une révision des prix extrêmement bas de certains médicaments matures, mais à condition qu'il y ait des engagements stricts de la part des entreprises, c'est-à-dire s'engager à ce que la France soit approvisionnée, s'engager dans le long terme. Et puis, il faut aussi que quand il y ait donc de l'argent public, Sonia de la Provoté l'a souligné, quand il y a de l'argent public qui est insufflé, ce qui est le cas au niveau du domaine du médicament, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que, écoutez, le crédit impôt recherche quand même, c'est 710 millions pour l'industrie de la pharmacie, on leur demande rien. Oui, mais vous, effectivement, vous mettez des conditions à la hausse du prix du médicament, mais est-ce qu'il ne faut pas dire aux Français qu'il va falloir payer les médicaments plus chers si on veut assurer la souveraineté en matière de médicaments? L'Allemagne a augmenté le prix de ses médicaments. Est-ce que la France va devoir le faire aussi? Écoutez, moi je crois que c'est un faux problème ça. Et d'abord, c'est très facile de dire voilà, il y a une cause. Nous, on a démontré dans notre rapport que c'était multifactoriel. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Et puis on a vu que dans d'autres pays, notamment en Suisse, où il y a eu en Suisse, en Allemagne, comme vous l'avez dit, où il y a eu une hausse des prix, eh bien
ça n'a pas modifié les choses. Il y a toujours la pénurie des médicaments. Donc, il y a une espèce de chantage et le CEPS, c'est-à-dire cet organisme qui s'occupe de négocier les prix avec l'industrie pharmaceutique, est pris en étau. Donc, il faut arrêter ça. Il y a l'industrie pharmaceutique qui, effectivement, fait un espèce de chantage et vous voyez des prix peut-être de médicaments anciens qui sont indispensables, qui sont bas, mais vous voyez des prix de médicaments dits innovants qui s'envolent avec des traitements qui coûtent des fois 1,9 à 2 millions d'euros, ce qui est absolument scandaleux parce qu'en attendant, ces industries bénéficient de fonds publics. Et les médicaments sont remboursés par la sécurité sociale. Donc vous voyez un peu, ce sont les contribuables qui payent. Vous l'avez dit, on parle quand même d'acteurs économiques très puissants. Est-ce que la réponse, elle ne doit pas être européenne finalement si on veut qu'il y ait des réelles conséquences derrière ? Écoutez, nous avons émis comme recommandation, il y en a 36. Il y a effectivement des recommandations qui incombent à la France. J'en ai donné un certain nombre d'exemples parce qu'il ne faut pas attendre l'Europe. Il faut que la France agisse tout de suite et elle peut le faire si elle veut le faire. Donc s'il y en a la conviction et la volonté politique. Mais juste un mot là-dessus, parce qu'Emmanuel Macron, en juin 2020, il a annoncé un plan de reconquête. On était en pleine crise Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses ont avancé sur ce sujet ? Alors Emmanuel Macron fait toujours des déclarations tonitruantes et toujours très percutantes. Il a même dit que le médicament était un bien commun, ce que je partage, ce que j'ai dit au début de mon propos. Mais après, comment ça se traduit au niveau des actes ? Par exemple, on parle de relocalisation des entreprises, c'est une très bonne chose, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aussi raison garder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas relocaliser toutes les entreprises en France. C'est pour ça qu'il faut une coordination au niveau de l'Europe. Et puis quand on gratte un peu au niveau du nombre de projets qui sont réellement relocalisés sur les produits stratégiques, les médicaments stratégiques, il n'y en a que 5. Un dernier mot, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que la crise n'est pas derrière nous, ça veut dire qu'il y a un risque cet hiver de revivre les pénuries qu'on a connues l'hiver dernier ? Bien sûr, bien sûr. Si on ne change rien au système, ce système a montré ses failles et donc s'il n'y a pas de décisions nouvelles qui sont prises, alors il y a eu la publication de plus de 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, mais dans un grand désordre là aussi, parce qu'il faut que le gouvernement fasse attention à sa communication. Elle est très compliquée, elle est très floue pour être sympathique. Donc les patientes et les patients sont complètement affolés parce que un coup ça va bien, un coup ça va pas bien. Sur la liste des médicaments, on a vu que la Haute Autorité de Santé n'avait pas été associée. Il n'y a pas eu d'études particulières sur les conflits éventuellement d'intérêts. Enfin, vous voyez, on a quand même l'impression que c'est de l'amateurisme. Et nous, on a dit avec la présidente Sonia de la Provôté, c'était un peu en clin d'œil, qu'on avait eu l'impression pendant toute notre commission d'enquête qui a duré 5 mois que le gouvernement courait un peu après ce que disait et faisait cette commission d'enquête. Alors il ferait mieux de travailler en coopération avec nous. Merci Mathias. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va parler d'une autre commission d'enquête. Une autre commission d'enquête, celle du Fonds Marianne. Ce sera à suivre dans le club. On va continuer évidemment avec vous, Laurence Cohen. On va voir l'actualité dans nos régions. On va à Clermont-Ferrand où on retrouve Julien Bonnefoy. Julien, merci d'être avec nous, journaliste et chargé des opérations spéciales du groupe Centre France. Évidemment, c'est l'ensemble des journaux du centre de la France. Un mot d'abord avec vous, Julien, sur cette affaire de harcèlement moral qui touche l'acteur Alain Delon. On est parti à Couchy, notre journaliste de la République du Centre, Oriane Maxime Klein, est allé recueillir leur étonnement. Et ils ont 2 mots, les habitants de Couchy, dans le Loiret, surprise et satisfaction. Alain Delon et sa dame de compagnie étaient bien connus dans le village. Une femme discrète, nous disent-ils, mais de manière tout aussi discrète. C'est un reportage à lire effectivement en dernière page des quotidiens du groupe Centre France ce matin. On va parler d'un autre sujet, puisque vous parlez du Tour de France également dans vos pages ce matin. Un supplément, parce que le Tour arrive bientôt chez vous. Oui, il y a beaucoup de jeunes dans nos pages ce matin, Oriane, car le Tour de France a décidé de parcourir le Limousin et l'Auvergne de long en large ce week-end. La grande boucle sera demain à Limoges et le Populaire du Centre propose ce matin un véritable guide de l'événement avec un cahier spécial de 20 pages. Les journalistes vous présentent les étapes, les enjeux dans le peloton. Ils vous donnent aussi toutes les clés pour suivre l'événement sur le bord des routes. Il y a du vélo dans nos pages, des souvenirs, des duels Anctil-Poulidor, ces bagarres historiques dans la région. Et puis durant tout le week-end, ce sera au tour de la rédaction de La Montagne de vous faire vivre ce grand événement qu'est la grande boucle.
On vous a préparé plusieurs dossiers spéciaux tous les jours dans les éditions papier et un direct web durant 3 jours avec en point d'orgue, évidemment, le retour du Tour de France au sommet du Puy-de-Dôme après une ascension spectaculaire et pourquoi pas, Oriane, espérer une victoire française ce week-end. Et on espère, effectivement, ça fait partie des étapes très attendues, ce retour du Tour dans le Puy-de-Dôme. On va parler d'un autre sujet puisque il y a beaucoup de sujets à lire aujourd'hui dans vos journaux. L'édition du Cantal propose à partir d'aujourd'hui une grande série sur la guerre de l'eau. L'eau au long cours, c'est le titre de cette nouvelle série que lance ce matin la rédaction Aurillac. Face à l'urgence du changement climatique, face aux sécheresses à répétition, nos journalistes dans le Cantal font le pari du temps long. Ils publieront un épisode par semaine durant tout l'été, sûrement après. On commence aujourd'hui avec les agriculteurs cantaliens qui s'adaptent en permanence à l'évolution du climat. Aucun ne prétend détenir la recette miracle, mais tous, à l'échelle de leur exploitation, changent leurs pratiques et testent de nouvelles solutions. C'est une série que l'on veut participative avec des appels aux lecteurs à lire toutes les semaines durant tout cet été. Madame la sénatrice Cohen, je voudrais vous poser une question. Vous, élue parlementaire, vous avez passé des centaines d'heures sur les retraites au Sénat et à l'Assemblée. Quand allez-vous passer des centaines d'heures sur le climat et la ressource en eau, par exemple ? Quand allez-vous en faire une priorité politique et dépasser vos clivages ? C'est une excellente question parce qu'effectivement, cette question de l'eau, elle est vitale. Là aussi, c'est un bien commun. Il y a plus de 1,4 milliard de personnes qui, dans le monde, sont privées de cette ressource essentielle. J'ai pu le constater quand j'ai fait un déplacement avec Pierre Laurent. Nous sommes allés au Kurdistan, au nord-est de la Syrie. Et c'est aussi une arme de guerre puisque Erdogan fait en sorte que avec les barrages, il abaisse le niveau de l'eau, notamment au niveau de l'Euphrate, pour priver les Kurdes d'eau. Ça se fait aussi en Palestine avec les Israéliens. Ça se fait aussi dans beaucoup de régions. Donc c'est un problème qui est crucial, qui est vital. Et vous avez raison, il faut absolument s'en emparer. Il y a des expériences. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, là vous avez parlé de l'agriculture. Il y a des efforts à faire qui sont considérables, mais moi qui suis dans le Val-de-Marne, on constate aussi que du fait d'un réseau de distribution qui est extrêmement vieillissant, il y a 1 litre d'eau qui est perdu sur 5 dans les fuites et qu'il faudrait donc mettre de 1 à 3 milliards d'euros pour entretenir ce réseau. Et d'ailleurs, il y a dans mon département 9 maires de gauche qui se sont associés pour prôner une régie publique de l'eau, et le président de cette régie est le premier adjoint de ma ville, Gentilly, je fais un peu de pub, Fatah Agoun. Donc voilà, il y a des expériences intéressantes. Moi, j'aurais envie qu'on puisse les partager pour agir ensemble parce que c'est une question vitale. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir été avec nous. On regarde la une du Populaire du Centre. C'est le Tour de France. Vous en avez parlé. Vivement demain, c'est à la une du Populaire du Centre. Et Julien, puisque c'est le dernier vendredi de la saison, je voudrais vous remercier, vous et toutes les équipes du groupe Centre France, d'avoir été avec nous tous les vendredis pour nous donner l'actualité du centre de la France. Et on espère vous retrouver avec grand plaisir la saison prochaine. Merci, Julien Bonnefoy, d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle lucarne pour la PQR tous les jours dans votre émission. C'est avec grand plaisir. Merci à vous, Julien. Un dernier mot, Laurence Cohen, puisque vous allez quitter le Sénat à la fin du mois de septembre, après 12 ans de mandat. Pourquoi ce choix ? Écoutez, je pense que j'ai fait 2 mandats, que c'était absolument passionnant, mais qu'après, je pense d'abord qu'il faut permettre à d'autres d'avoir cette belle expérience. Et puis, il y a aussi une histoire d'âge. Moi, je considère qu'il faut faire autre chose. J'ai beaucoup d'engagement. Je suis une militante communiste de terrain. Je suis une militante féministe. Donc, il y a encore de beaux combats. Vous ne quittez pas la politique, vous ne quittez pas l'engagement. Je ne quitte pas la politique parce que la politique, c'est notre vie. C'est notre quotidien et je veux continuer à essayer de participer à une société d'émancipation humaine. Donc je vais continuer à me battre sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous retenez de vos 12 ans de mandat ?
Écoutez, une riche expérience d'abord parce que c'est une école quand même exigeante que le Sénat, c'est pas évident. Quand on arrive, c'est quand même très impressionnant, même quand on est une militante politique, une responsable politique comme je l'ai été. On est impressionné, on dialogue avec des collègues, avec des personnalités, avec des ministres. Voilà, donc et puis on mène des missions qui sont passionnantes et on a une palette d'interventions qui est extrêmement riche. Donc, et justement, vous avez beaucoup travaillé pendant ces 12 ans. Quelle est votre plus grande fierté ? Oh là là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc il y a des batailles que j'ai menées au niveau de la santé, même si elles n'ont pas abouti, que je vais continuer à mener avec le Tour de France des hôpitaux, avec ma famille politique, les communistes, et là où on a porté des propositions. Moi, j'adore quand on crée et on élabore des propositions avec les acteurs et les actrices, par exemple du monde de la santé. Donc ça, ce sont des combats extrêmement importants par rapport à la psychiatrie. Quand vous allez, justement, hier on a vu un film à mon initiative, Adamant, qui est un très beau film sur les patients qui ont des troubles psychiques et qui sont accompagnés. Donc voilà, on a des rencontres, on crée des choses. Et au niveau de la délégation aux droits des femmes aussi, beaucoup de combats pour faire progresser cette lutte contre les violences faites aux femmes par rapport à la pornographie, en faire du décor. Ben voilà, là je viens de finir un rapport sur la santé des femmes au travail. Bon, autant de moments passionnants et où on a pu tirer des enseignements, des recommandations. Ce que je regrette, c'est que le travail du Sénat, qui est très sérieux, dans les missions d'information, dans les enquêtes, dans les commissions d'enquête, ne soit pas pris à la hauteur de la qualité par le gouvernement et que le gouvernement ne s'en empare pas suffisamment. Et ce sera votre dernier message sur cette antenne. Merci Laurence Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces 12 années, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on a compris, vous allez continuer le combat politique. Le message était clair. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera des conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne, rapport qui accable Marlène Schiappa et la gestion de ce fonds. Ce sera le débat du Club. D'abord, on accueille notre prochain invité, Claude Maluret, nous rejoint.